Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Taralo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mungungangila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant au sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville. Destiné au général congolais, il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire. Il était quand même très très ennuyé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est ce qui est écrit sur cette note. C'est pourquoi je vous dis, c'est un détournement. André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait Mais les détournements de fonds qui se font au Congo Brazzaville chez moi, mais qui est derrière? Qui est derrière? L'Élysée de merde. L'Élysée de merde. L'Élysée où se trouve Jupiter Macron. C'est eux qui donnent les commandes. Et vous avez Hollande la pute. Hollande la pute appelle au téléphone. Il dit 8%. Sassou, j'ai toujours besoin de mes mallettes de la France-Afrique. Et le fric descend chez Hollande la pute. Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, il prend son téléphone. Allô? Oui, c'est Sassou Ampila? Oui, j'attends toujours mes mallettes. Mes mallettes de la France-Afrique. Et le fric descend toujours chez Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Mais la politique française est une politique mafieuse, attachée sur les détournements du fonds, des détournements de fonds. Voilà pourquoi en Afrique, il n'y a pas de robinet d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les populations, il n'y a pas de construction d'hôpitaux, il n'y a pas de construction d'écoles primaires, collèges, universités de ce nom. Mais par contre, ils ont construit un musée tout en marbre. Tout en marbre. Le musée de
Des Brazza de merde. Et des Brazza, violeurs, qui avaient violé des princesses. Princesses qui gardaient le roi. Oui. Et des Brazza a un musée. Mais le musée là, attention, c'est tout en marbre. Mais ce n'est pas que le musée de Debraza. C'est la loge satanique de toute la bande de clans de 8%. La nuit. Ils vont là-bas. En 2005, quand j'étais allé à Brazza, j'ai vu des 4x4 la nuit. Ils se mettent à côté du musée et ils sont dedans. Attendez, mais la nuit, ils vont faire quoi dans un musée? Ils vont acclamer Satan Lucifer. Oui! Et leur système de la loge sataniste a amené le malheur en Afrique. Voilà pourquoi en Afrique, on tue chaque jour. Voilà pourquoi on massacre chaque jour. Il y a des meurtres, des atrocités terribles. Et c'est validé par l'Élysée. L'Élysée valide. L'Élysée valide. Mais la validation se passe comment? En signant. Il valide qu'on massacre immensement les Congolais de la RDC, qu'on massacre immensement les Congolais du Poul au Congo-Brazzaville chez moi, qu'on massacre immensement les Gabonais, qu'on massacre immensement les Camerounais, car Paul Biya commence à massacrer au Cameroun, du côté anglophone. Mais qui est derrière toute cette mascarade? L'Élysée. L'Élysée de Jupiter Macron. L'Élysée de Jupiter Macron, une grande mafia. Vous avez la Belgique. La Belgique a immensement fait du mal au Congo RDC. Mais vous avez la France. Elle fait immensement du mal au Congo RDC. Elle fait du mal immensement dans tout le secteur de l'Afrique centrale. Vous avez l'Allemagne, elle fait immensement du mal, mais tout en douceur. L'Allemagne se cache derrière la France. L'Allemagne se cache derrière la Belgique. Car la conférence de Berlin, 1884-1885, n'était que le partage du Congo RDC. On vous dit le partage de l'Afrique, grandement fou. C'était le partage du Congo RDC. Les Européens, les parents d'Hitler, parce que tout ce que vous voyez en Europe, ce sont des parents d'Hitler. Vous fouillerez bien, vous trouverez, il y aura toujours des familles françaises, allemandes, des familles belges, allemands, des familles en Angleterre, allemands. Le mari de la reine Elisabeth II, un Allemand. Prince Philippe, un Allemand. Donc quand vous regarderez bien, les multinationales qui font des massacres dans la zone de l'Afrique centrale, les arrière-petits-fils d'Hitler, Angela Merkel que vous voyez, n'est que la nièce arrière-petite-fille d'Hitler. La vérité doit être dite. Et les massacres, ils le font parce qu'ils aiment. L'Afrique va mal parce que quand les Africains sautent de joie, l'équipe de France, ils crient les Bleus. Mais les Africains sont devenus plus idiots que idiots. L'aliénation a rendu le peuple africain plus idiot que idiot. Pendant qu'on viole au Congo RDC, pendant qu'on tue des mamans, des enfants, vous avez des Congolais qui crient. Des Congolais qui crient, hein. Vive les Bleus.
La honte. Vous avez des Gabonais qui sautent de joie. Vous avez des Camerounais, tous les Africains. Mais le tiers africain, est-ce qu'il regarde le football? Le football, moi, je ne regarde pas. Les enfoirés de merde. Le football est égal. Le football est égal. L'aliénation. Le football est égal. L'aliénation, opération, traumatisme des têtes. Le football est là pour aliéner le peuple noir. Exactement comme les petites églisettes en Afrique. Alléluia. Ils se mettent à crier, à sauter de joie. Alléluia. Oui. 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 Ils crient Alléluia. Ils sautent de joie. Mais en tuant. En tuant. Ils font immensement du mal. En liquidant les Congolais. Ils adorent. Ils font du mal en liquidant les Africains. Et ils adorent. Ça leur fait plaisir. Ah oui, la vérité doit être dite. Et moi, le Tché, je continuerai à parler tant que la France ne va pas arrêter leurs crimes, tant que la Belgique ne va pas arrêter. Je continuerai à parler parce que nous avons affaire à une machine de cannibales, de vampires. Et ils se disent démocrates, mais ils ne sont pas démocrates. Ce sont des assassins qui se cachent derrière des constitutions de la République. Ils se cachent derrière l'Europe pour commettre des meurtres en Afrique. Et ils se disent démocrates. Non. Un démocrate ne tue pas. Un démocrate ne viole pas. Un démocrate ne vole pas. Mais pourquoi l'homme blanc est un voleur? Parce que ce sont des gens qui en veulent au peuple noir. La chance que Dieu a béni l'Afrique. La terre africaine, elle est immensement riche. Eux, ils n'ont pas eu cette chance. Donc pour eux, ils sont jaloux du peuple noir. La jalousie, la haine, ronge le cœur de l'homme noir. La jalousie et la haine rongent le cœur de l'homme blanc. Car l'homme blanc est un homme excessivement jaloux et méchant. C'est eux les barbares qui fabriquent les armes, l'homme blanc. Et l'homme blanc donne des armes à d'autres Africains pour tuer des Africains. Et l'homme blanc, il saute de joie. La division de l'Afrique, afin que chaque pays en Afrique ait son territoire et des drapeaux. Mais tout ça a été calculé parce qu'une Afrique désunie est une Afrique qu'ils pourront mieux contrôler. Mais une Afrique unie, ils seront du mal. Les vampires, les Dracula. Oui. La vérité doit être dite. Et des assassins qualifiés. Ils tuent immensément. Nous allons continuer à suivre cela. Et après, on parlera d'autres choses. Financer la campagne du candidat Pascal Lissouba, elle va lui donner environ 1 million de francs. C'est en cash. Mais bien entendu, c'est évident. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Tarallo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. Alors il me dit, mais si vous gagnez, que faites-vous? J'ai dit, je vais faire l'audit
Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et vous, lui, se souvient être venu chercher une enveloppe? Ben écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit des comptes de Elf n'aura jamais lieu. André Tarallo aura eu gain de cause. L'influence d'Elf et de son Monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Il a appelé M. Lissouba pour dire, vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. Et M. Lissouba a accepté. Alors, ça peut paraître incroyable, M. Tarallo, il s'occupait de pétrole. M. Tarallo était plus ou moins conseiller de M. Lissouba, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami, mais s'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. Et dans ce cas-là? Ben écoutez, si on achète des armes, je peux avoir des prix qui l'intéressent lui pour qu'il tire quelque chose de passage, il l'a fait. Une information que dément formellement M. Tarallo. Après avoir été mêlé à 3 guerres civiles en 5 ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Et la Tour Elf est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi plus critiquée que jamais. C'est la rançon de l'incroyable trésor qu'elle a gagné en Afrique. Un trésor dont une partie n'est jamais revenue dans les caisses d'Elf à Paris. Alors ce document continue dans un instant, c'était la première partie. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous le serez pendant une partie de cette émission. Vous avez été pendant 4 ans président de Elf, vous avez été président au cours de ces 4 années d'ailleurs, la valeur de Elf a doublé, ses réserves de pétrole et sa production également, mais vous avez aussi été le premier grand patron à avoir été incarcéré. Vous avez été dans l'affaire qui a été appelée l'affaire Dumas de Viejoncourt, condamné à 3 ans et demi de prison, 2,5 millions de francs d'amende pour abus de biens sociaux, jugement dont vous avez fait appel, et vous êtes toujours sous le coup de plus de 30 mises en examen, 33 je crois. Alors là, on vient de voir en Afrique un système qui est très clair, de corruption généralisée. On voit aussi que c'est un continent pauvre et un pays pauvre. Alors c'est vrai que le Congo a subi aussi une guerre civile ces dernières années qui explique une partie sans doute de cette pauvreté. Quand vous étiez président de Elf, c'était aussi au moment où il y a eu ce renversement démocratique au Congo, où la compagnie avait à l'époque des intérêts évidents, dont on voit dans ce reportage qu'elle a cherché à les préserver. Quel rôle avez-vous joué ? Est-ce que vous avez cherché, comme on vient de le voir dans ce reportage, à préserver ses intérêts ? Il est clair que le rôle d'un président de groupe pétrolier est de préserver les intérêts de sa compagnie comme tout autre. Mais je considérais... En cautionnant des tentatives de coup d'État et des choses de ce type qui ont été avérées et démontrées. Alors, j'ai expliqué dans le livre qu'effectivement, il y avait eu une volonté de coup d'État et que j'avais arrêté cette volonté. Quand j'ai expliqué très bien ce qui s'est passé. Quand vous allez voir les dignitaires africains, quand vous alliez les voir, vous faisiez comme si de rien n'était. On cautionne quand même ce système. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne le cautionne pas. On essaie. Ma responsabilité, c'est d'essayer de voir quels sont les programmes de développement que je peux faire avec les dirigeants des pays, avec les pays, et de voir comment l'argent qui va dans ces programmes est effectivement utilisé à ça. C'est ce que j'ai fait, et pas dans la poche des uns et des autres. Et c'est très difficile parce que c'est une habitude qui a été prise, une mauvaise habitude. Une dernière question avant de voir la suite de ce document. Un permis de corrompre, on l'a vu dans ce reportage, les commissions étaient légales, la possibilité de corrompre même via des intermédiaires, Un permis de corrompre. Mais le permis de corrompre est donné par qui? Par l'Élysée de merde. L'Élysée, à l'époque de Hollande la pute, il a donné pas mal des contrats de corruption. Et avec Jupiter Macron aujourd'hui,
qui accepte la France-Afrique. Parce que la France-Afrique de Jupiter aujourd'hui, elle est devenue excessivement plus dangereuse. Ils sont devenus plus dangereux. Ils opèrent avec des manies. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Responsable étranger jusqu'en l'an 2000. Depuis, c'est pénalement répréhensible et on peut être même emprisonné si on se livre à cette pratique. Est-ce que malgré tout, cela continue? Oui, tout à fait, cela continue. C'est-à-dire par d'autres méthodes, c'est plus compliqué, puisqu'il y a eu, on va dire qu'on crée des sociétés à l'intérieur des pays et qu'elles... Vous avez entendu? Le journaliste lui demande, est-ce qu'il y a toujours des transactions des mallettes de la France-Afrique? Et il a dit oui, ça continue toujours. Mais maintenant, c'est plus, hein? Ils le font d'une manière plus discrète, mais très très dangereux aujourd'hui. Voilà pourquoi Jupiter, le roi de France, aime pas mal les dictateurs. Quand ils voient 8%, ils sortent de joie. On va continuer à suivre. Ces sociétés sont partenaires des pétroliers, par conséquent, elles reçoivent de l'argent correspondant à un travail qu'elles ne font pas. Enfin, mais les méthodes sont nombreuses. Ne croyez pas que les Américains nous attendent pour avoir des méthodes très tordues pour faire exactement la même chose que nous. Alors des méthodes tordues, on va en voir dans un instant avec la suite de ce document, parce que l'argent d'Elf n'a pas été perdu pour tout le monde. Valise d'argent liquide, retour d'une partie des commissions en France, par quel circuit occulte et qui en a profité, vous allez le voir dans un instant, après une page de pub. À tout de suite. L'argent d'Elf est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Par quel circuit passaient les millions? Ils sont juges, ils ont osé s'attaquer aux ministres et au PDG. Quels sont leurs moyens? Voilà. Un PDG en prison, la cavale rocambolesque d'un homme de l'ombre, des dirigeants qui auraient puisé dans les caisses de la compagnie. Où sont passés les milliards d'Elf? Deuxième partie maintenant de ce document. Une deuxième partie au cours de laquelle apparaissent les principaux acteurs de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Estimation, environ 3 milliards de francs auraient été détournés de la caisse de Elf entre 1989 et 1993. Mais cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Qui en a profité? Par quel circuit confidentiel, voire secret, ont transité virements et valises de billets? Je vous propose de voir tout de suite la seconde partie de ce document. Nothing to declare. L'homme n'a rien à déclarer, et pourtant, c'est bien lui qui est au cœur du secret de Elf. Vive le Philippines! Alfred Sirvin, cadre supérieur de Elf, est arrêté après 20 mois de cavale. À en croire les juges, il aurait contribué à détourner plus d'1 milliard de francs dans les caisses de la compagnie pétrolière. Je n'ai rien à déclarer, la vie c'est la vie. Such is life. C'est l'homme qui ne craque pas. En même temps que M. Sirvin, ils sont plus de 40 à être poursuivis par la justice, soupçonnés de s'être enrichis sans justification. Des hommes d'affaires, des avocats ou des cadres de la compagnie, rien que du beau linge. Parmi eux, filmé ici le 20 septembre 1999, le milliardaire André Guelfi, le jour où il peste contre un juge suisse qui veut le mettre en prison. Je suis emmerdé parce que, comme vous le savez, le juge Perrodin m'a fait un mandat d'arrêt international qui m'a stupéfait et surpris. Alors évidemment, ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de me faire pigeonner comme un con à la police, à la frontière. C'est la grande gueule de l'histoire. Et puis, il y a André Tarallo, le monsieur Afrique de la compagnie. La justice le soupçonne d'avoir touché indûment 600 millions de francs. Il a payé 10 millions de caution pour ne pas aller en prison. C'est l'homme le plus cher de l'histoire. Tout en haut de la fiche judiciaire, enfin, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG de l'entreprise. Grand Manitou de l'arnaque pour les uns, simple bouc émissaire pour d'autres. Il ne sait même plus combien de fois il est mis en examen. Oui. De temps en temps, je suis à 13, de temps en temps, je suis à 26. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il en est à 33 mises en examen et 172 jours derrière les murs de la prison de la Santé, entre juillet et décembre 1996.
Tout cela parce que la gestion des milliards d'Elf a totalement dérapé. Chaque fois que l'entreprise a versé des commissions pour avoir des contrats pétroliers à l'étranger, une partie de l'argent a disparu. C'est ce qu'on appelle alors une rétrocommission. Le meilleur exemple, c'est l'opération menée avec André Guelfi. Pour obtenir ses champs pétroliers au Venezuela, Elf avait débloqué une somme de 20 millions de dollars destinée à motiver le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez. Seulement voilà, tout l'argent versé n'a pas atterri en Amérique du Sud. Selon ce document fourni au juge par André Guelfi, sur 20 millions de dollars, seulement la moitié, 10 millions, ont été aux Vénézuéliens. Elf a payé 10 millions de dollars de trop, puisque les 10 millions de dollars qui vont aux Vénézuéliens étaient prévus, les 10 millions de dollars qui vont à Indien n'étaient pas prévus. Et donc Elf a effectivement payé 10 millions de dollars de trop. De trop, pas pour tout le monde. Selon ces bordereaux bancaires conservés par M. Guelfi, 2,5 millions de dollars ont filé sur un compte bancaire en Suisse, géré par André Tarallo, le compte TARU Colette, du prénom de sa femme. Et 5 millions de dollars rejoignent un compte géré par Alfred Sirvin. Sur les 2,5 millions de dollars restants, André Guelfi affirme avoir payé ses frais et remis le solde à un tiers dont il a perdu le souvenir, en liquide, au guichet d'une banque à Genève. C'est vous qui l'avez remis en espèces? Oui, évidemment. J'ai retiré en espèces, j'ai remis la différence. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Je ne m'en rappelle plus. Je vous dis la vérité, on l'a mis sous enveloppe avec un nom. J'ai dit à la banque, monsieur Intel va venir la chercher. Il y avait une somme importante dedans? Il y avait de l'or entre 600 et 800 000 dollars. Dans une enveloppe? Ouais. Ah ben c'est rien du tout, ça. C'est rien, mais ça fait tout de même 5 millions de francs. Soupçonnés d'avoir touché de l'argent sans justification, messieurs Tarallo et Sirvin ont été mis en examen, leur PDG aussi, pour avoir laissé faire. Pourtant, à en croire Loïc Le Floch, ces manipulations étaient monnaie courante. Derrière le système des commissions se cachaient des millions de francs de fuite dans toutes les directions. Il y a de l'argent qui va aux destinataires finaux qui apparaissent. Dans les pays pétroliers, par exemple. Et puis, de tout temps, il a été évident pour le président de la République comme pour les autres qu'il y avait des sommes qui allaient à des destinataires finaux qui n'étaient pas ceux-là. Et je m'en fiche, parce que c'est des sommes qui sont ridicules par rapport à la marge de l'entreprise. Selon les juges, ces fuites dépasseraient plusieurs dizaines de millions de francs par an. Ridicule. Question d'appréciation. Des millions en tous les cas avec lesquels certains cadres de l'entreprise sont soupçonnés de s'être bâtis un joli patrimoine. Le plus célèbre, c'est André Tarallo. Certes, il gagnait bien sa vie, environ 140 000 francs par mois, mais son train de vie était sans rapport. Il s'est bâti cette villa pharaonique en Corse, considérée comme une des plus belles de l'île, estimée à 80 millions de francs. 140 000 francs par mois. 140 000 francs par mois. Tarallo, non, attendez. On se moque de qui, là? L'argent des Congolais. Et on tue les Congolais immensement. Parce que c'est bien de massacrer les Congolais de Brazzaville. Le pétrole, c'est magnifique. Il faut exécuter les Congolais en masse. Tous les minéraux qui se trouvent sur le sol congolais, il faut les prendre gratuitement et tuer les Congolais. Vive la République française! Vive le roi Jupiter Macron, qui exécute immensement mon peuple pour voler. La France spécialiste dans le vol. 24 heures sur 24, il y a des lumières dans la France. Au Congo-Brazzaville, les gens sont dans le noir. Mpila, ce sont les groupes électrogènes qui éclairent Mpila. Chez 8% de merde. Oui, le malheur que nous connaissons au Congo-Brazzaville, c'est la France. La France. L'Élysée de merde. L'Élysée de merde qui tue les Congolais en masse. On va continuer à suivre. André Tarallo affirme l'avoir payé avec ses honoraires de conseiller auprès de présidents africains. Plus traditionnel, Alfred Sirvin a préféré investir dans l'ancien, à 200 km de Paris.
sommes en Touraine. Cette porte est classée monument historique. Le château est 16e siècle. À Chapus-Travaux, Alfred Sirvin en a eu pour environ 15 millions de francs. Une amie des nouveaux propriétaires, un couple d'Américains, a accepté de nous faire visiter. Alors voilà le salon. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Regardez comme c'est clair, malgré le temps qui n'est pas extraordinaire. Regardez Alfred Sirvin a rénové son pied-à-terre jusque dans les moindres détails. La poignée d'ouverture. Avec 9 chambres, 3 salons, l'intérieur est classique, il n'y a plus de meubles, ils ont été saisis, mais l'état des lieux est impeccable, on y trouve même un luxe inhabituel dans ce genre de château. C'est bien. Un mam. Enfin, je crois, hein. Un sauna. Un sauna, oui. Le châtelain n'a rien négligé, les travaux de rénovation, on les voit. Cette charpente a été entièrement refaite à neuf. Qui serait Moyen-Âge 16e. Mais c'est à l'extérieur qu'on peut le mieux mesurer les travaux engagés. Voilà l'orangerie, rénovée, la piscine, de 25 mètres, et ces bananiers vraisemblablement irrigués par de l'eau chaude. J'ai jamais vu un bananier aussi grand dans la région. Il y en a quelques-uns, ça a dû être une mode, mais à ce point... Alfred Sirvin n'a pas regardé à la dépense non plus pour donner libre cours à sa passion, les roses. Cette roseraie compterait 4000 pieds de fleurs, dont certains importés du Japon. Ça va de la toute petite rose comme celle-ci, on en voit encore quelques-unes, aux roses superbes saumon, comme celle-ci. C'est le jardin d'un véritable amateur de roses. Ah, sûrement, oui. Dernière passion apparente de notre homme, les arbres. Il en a planté plusieurs dizaines sur les 2 hectares du parc. Monsieur Sirvin n'aimait pas attendre. Dans le village, on s'en souvient encore. Sa plus proche voisine a tout vu. Une grande partie de ce qu'il y a dans le parc ont été plantés comme ça, tout entier. Hein, des machins qui faisaient 8-10 mètres de haut. Fallait pelles, des tractopelles et grues pour pouvoir les planter. Hein. Les arbres? Oui. Des grues? Oui. Vous avez vu des grues là? Oui, il y avait une grue. Et même, c'était un peu spectaculaire parce qu'ils ont passé des arbres par-dessus les fils électriques. Hein. Il faut dire que pendant 30 ans, chez Elf, on a eu l'argent facile. Autour de la table du conseil de direction, les PDG successifs et une partie de leurs principaux collaborateurs pouvaient avoir accès à une caisse d'argent liquide pour faciliter leurs relations d'affaires. Au noir, en toute simplicité, comme les ministres ont des fonds spéciaux. Moi, ça représentait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs par an, de l'ordre de grandeur de 1 million par an. Ouais. Et combien de collaborateurs avaient à votre connaissance des fonds spéciaux? Normalement, il y en avait une dizaine. Difficile de savoir exactement de combien disposait chacun des hauts cadres de l'entreprise. En tous les cas, les mécanismes étaient très simples. Nous avons pu retrouver traces d'argent liquide retiré par M. Tarallo, ici à l'image, au guichet d'une banque gérée par Elf. Vous avez vu la table ronde? La table ronde, c'est ça la table de la mafia. Une table ronde, vous avez vu? Tous, on a caché leur visage. Les visages ne doivent pas être vus. Tous des mafieux, tous qui bouffent l'argent du pétrole du Congo, Brazzaville de chez moi. Et on tue immensement aux poules pour que les mafieux de bandes de mesquins de la France puissent bien manger. Les hommes politiques véreux, des députés véreux, du Sénat, de l'Assemblée nationale, tous des francs-maçons, des Illuminati qui tuent immensement aux poules chez moi. Est-ce que des opposants qui aiment prendre des stylos, remplir des documents de paparazzi de merde dans des salles de réunion de merde, est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils parlent comme moi, le tien, je parle? Tous des traîtres. Ils signent, ils mentent des documents pour tuer les Congolais du poule. Oui,
Et j'aurais même appris sur l'histoire de la nuit du poule que il y a le président de l'Assemblée nationale de la mort, Mvuba, qui est nommé, il paraît, ambassadeur. Mais c'est quoi ce truc de la nuit du poule? Mais comment on peut introduire des assassins, des gens qui ont tué et des gens qui travaillent avec Sassou? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va plus? Non, il faut que l'amusement s'arrête. Car nous voulons en découdre avec la bande des cafards de 8%. Et ça va se faire. Sassou, j'ai toujours dit dans des vidéos avant, plusieurs balles en pleine nuque. C'est comme ça qu'on peut finir avec un dictateur. Un dictateur, il ne faut pas négocier avec lui. Table ronde négative. Dialogue négatif. L'émergence avec le PCT de merde négatif. Tous ceux qui veulent aller au dialogue sont avec Sassou. Et c'est eux qui prennent leur téléphone de la maison. Allô? Oui, Mpila. Nous avons besoin d'Engiri. Et l'Engiri arrive. Et ceux qui font des réunions dans des salles. Allô? Nous avons besoin d'Engiri. Et l'Engiri arrive. La vérité doit être dite. Ils aiment le fric. Ils aiment le fric de Mpila. Oui. C'est un chèque de 839 000 francs, le 11 juillet 1990, prélevé sur le compte d'une filiale étrangère, à moi-même. Ça sert à faire en sorte que de temps en temps, il y ait de l'huile dans les rouages sur telle ou telle affaire. Voilà, c'est tout. Et que ce se fasse de manière élégante. Faire un cadeau, par exemple. Absolument. Offrir un dîner. Absolument. Partir en voyage. C'est ça. Offrir un costume. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut en faire partie. Ah ben bien sûr, oui. Le problème, c'est que verser ainsi de l'argent au noir, c'est illégal. Alors, tout était organisé à l'étranger, depuis la Suisse, loin des regards du fisc, des contrôleurs publics de toutes sortes, et loin des juges. Jusqu'à sa fusion avec Total, Elf avait sur les bords du lac Léman à Genève une demi-douzaine de filiales et un labyrinthe de circuits financiers secrets. Tout commence dans cet immeuble, à 2 pas de l'aéroport de Genève-Pointrin. Une fois le pétrole extrait en Afrique ou ailleurs, c'est depuis ces bureaux qu'il est vendu dans le monde entier. Les commerciaux, ce qu'on appelle des traders, on les trouve au 4e étage, chez Elf Trading. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, il faut se contenter d'images d'archives. Ces jeunes gens, derrière leurs ordinateurs, négocient les cargaisons de pétrole au téléphone, une activité très profitable. Ça gagne de 800 millions à 1 milliard par an pour une société qui fait quelques centaines de personnes. Une partie de ces profits ont alimenté une trésorerie commune à toutes les filiales d'Elf. Ça se passait 2 étages en dessous, au bout du couloir. La trésorerie, la voici, elle ne s'appelle pas Elf, mais Rive-Union. Lorsque nous y sommes allés, les bureaux étaient en plein déménagement. Bonjour madame, Voilà. je suis Denis Boutelier, vous vous souvenez, je vous ai appelé au téléphone. Et on appelle ça des sociétés écrans. Ils se trouvent dans le bâtiment de Total. Mais, c'est pas écrit Total, hein. Réunion. Vous avez vu? Des sociétés écrans. Pour des détournements immenses, des centaines de milliards. Et le Congo n'a rien. Le Congo connaît que des guerres. Le pétrole, à quoi sert ce pétrole? Les Congolais n'ont pas de route. Pointe-Noire, là où sort ce jus de l'or noir. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'université à Pointe-Noire de ce nom. Le peuple congolais souffre. Il n'y a pas de robinet d'eau potable. Imaginez, l'eau, elle est distribuée dans des citernes
de l'eau potable dans des citernes. Des véhicules viennent déposer des citernes pour donner de l'eau aux Congolais. Ça fait mal. Il n'y a pas de robinet d'eau. Et le Pointe-Noire, producteur du pétrole. Mais il y a un problème. 8% a fait de Oyo. Oyo qui ressemble à une boîte de sardines. Il a fait de Oyo la capitale du Congo. Mais 8% est devenu psychopathe mythomane. Mais les Congolais doivent se lever. Nous devons en découdre avec tous ces cafards qui tuent la République. Téléphone il y a 2 jours. Vous savez, je suis un journaliste de M6. Oh là là, non. Ici, on n'aime pas beaucoup les journalistes et pour cause, le lieu est extrêmement sensible. On est là au cœur d'une des principales caisses noires de Elf. En 1991, par exemple, selon un cadre financier, près de 800 millions de commissions auraient été payées depuis ces bureaux, sur ordre des dirigeants de Paris. Une sorte de trésor dans lequel certains dirigeants ont puisé depuis 30 ans, presque comme dans un coffre à jouets. Ce trésor repart soit vers les filiales lorsqu'on en a besoin, soit vers des commissions versées à un certain nombre de gens sur ordre oral de Paris. Sur ordre oral. Oral de Paris. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de ces... Il n'y a pas de trace. Qu'est-ce que ça peut être un ordre oral de commission? Verser 15 millions de dollars au compte 00045 4002 à la banque, à l'internationale banque, voilà. Voilà. En échange de tel service? Ah non. En échange d'une facture? Non. Sur justification? Ces versements secrets ont été utilisés selon l'enquête des juges par des cadres d'Elf, mais pas seulement. Selon Loïc Le Floch-Prigent, dès sa création par le général de Gaulle, Elf a été conçu aussi pour apporter un complément de financement aux partis politiques à Paris. Car la politique, ça coûte cher et les cotisations des militants ne suffisent pas toujours. Il aura fallu 7 ans d'enquête judiciaire dans ces bureaux du palais de justice pour qu'un des patrons d'Elf l'affirme noir sur blanc, André Tarallo, que l'on voit ici quitter le cabinet du juge. C'était il y a 6 semaines, le 17 octobre 2001. L'homme assure que lui-même ne s'occupait pas de ce sujet, mais il confirme. Question du juge. La société Elf a-t-elle été utilisée pour des financements politiques? Réponse de M. Tarallo. Je savais bien qu'il existait des financements politiques français effectués par Elf. C'était l'affaire des présidents d'Elf. Avec l'arrivée de M. Sirvin, c'est lui qui était chargé du financement politique. Et à la question, M. Sirvin a-t-il évoqué devant vous le nom des formations politiques ou des hommes politiques bénéficiaires? Il a évoqué une distribution à tous les partis politiques. Sans parler de financement politique, M. Le Floch-Prigent assure que les dirigeants d'Elf ont toujours eu des liens étroits avec le pouvoir. C'est la première chose qui l'a frappé à son arrivée dans l'entreprise. Il le raconte à sa manière. Tout le monde est très politisé dans la boîte. Donc le directeur financier, il arrive le premier jour et il me dit « Moi, je suis membre du club Perspective et Réalité avec monsieur Lamassoure. » Le secrétaire général du groupe, Adas Lebel, vient me voir en disant « Vous savez, je suis un très proche collaborateur de monsieur Barre et je m'entends très bien avec monsieur Barre, je le vois souvent. » Je suis content de le savoir. Monsieur Tarallo, il vient me voir en disant « Vous savez, j'étais à l'ENA avec Chirac, alors je connais très bien Chirac et je connais beaucoup l'entourage de Chirac. » Je dis « Parfait. Pour moi, c'est... À chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Bon, puis à la fin, j'en ai marre de me faire piquer. Par conséquent, je laisse les pierres s'en y retourner. Des cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ayant des relations dans le monde politique, c'est très courant, à droite comme à gauche. C'est qui je suis, d'ailleurs. Ce qu'oublie de dire M. Le Floch-Prigent, c'est qu'il est devenu président d'Elf grâce à un homme, et pas n'importe lequel. 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme quelques mois plus tard Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'Elf. À travers des documents fournis plus tard à la justice, on découvre que Elf a rendu des services à la famille politique du président. Et d'abord en embauchant plusieurs personnes réputées proches de l'homme au pouvoir.
Éric Guébali, par exemple, ancien secrétaire général de SOS Racisme, un mouvement proche de François Mitterrand. Il a aussi été salarié d'Elf en Suisse. 15 000 francs par mois. On trouve aussi la petite amie du ministre Roland Dumas, Christine de Viéjoncourt, 47 000 francs mensuels. Ou encore la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, Evelyne Duval. En 1993, la secrétaire cherche à se recaser. Elle se fait embaucher chez Elf, toujours en Suisse. 15 000 francs par mois, elle aussi. Plus étonnant, la compagnie pétrolière finance un festival de théâtre en Corse. Malgré des acteurs de renom, la manifestation est modeste, la subvention l'est beaucoup moins. Elf amène près des 3/4 du budget. Il faut un petit peu de temps pour installer un festival. Le festival est organisé par une association, la Colombe, présidée par cette dame, Jacqueline Franget. L'argent vient, lui, d'un compte secret à Zurich, en Suisse. Cette note, datée de 1996, l'indique. Elle est signée d'un des directeurs financiers et adressée à un avocat suisse d'Elf. J'aimerais que par débit de ton compte, tu fasses transférer 900 000 francs en faveur de l'association La Colombe. Coïncidence ou pas, il se trouve que Jacqueline Franjou est très liée, elle aussi, à la Galaxie Mitterrand, chargée de mission auprès de Dominique Strauss-Kahn entre 1991 et 1993. Mais pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole, Elf est capable d'engager des sommes bien plus importantes encore. Le meilleur exemple, c'est l'histoire du journal Globe. Un magazine clairement pro-tonton, comme en témoigne cette une, parue en 1988. Il est dirigé par le journaliste branché Georges-Marc Benamou et financé par Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, familier de Mitterrand et de Le Floch-Prigent. Problème en 1992, le journal est en faillite. De nouvelles élections approchent et Globe a besoin d'argent. Après quelques mois d'arrêt, le journal reparaît pourtant, comme par miracle. Le mensuel disparaissait des kiosques au printemps dernier, faute de lecteurs. Alors question, avec quel argent Globe Hebdo paraît-il aujourd'hui? L'argent d'un financier important que notre associé depuis 7 ans, Pierre Berger, l'argent de deux sociétés de capital risque et du Mantelet. Ce qu'oublie de dire M. Benamou, c'est que le tiers de l'investissement, 20 millions, officiellement amené par une société de capital risque, Union Normand d'Investissement, vient en fait d'Elf. Les salariés n'en savaient rien, mais ce document interne de la filiale suisse Elf Aquitaine International, estampillé personnel et confidentiel, titré Opération Globe, le confirme. Elf Aquitaine International s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 millions de francs. Interrogé par nos soins, Georges-Marc Benamou ne se souvient de rien et nous a adressé à Pierre Berger, qui nous a lui-même renvoyé à Benamou. Comment une société comme Elf peut-elle justifier de dépenser autant d'argent sans aucune justification économique apparente? Pour l'ancien patron de la compagnie, la question apparemment ne se pose même pas. Depuis 30 ans, tout le monde est content. Quel est le prix payé par Elf pour que tout le monde soit content? C'est marginal par rapport au chiffre d'affaires d'Elf, mais tout le monde est content. Ça représente combien? On est en train de raisonner sur quelques dizaines de millions de francs, voilà. Le PDG ne nous en dira pas plus. Impossible de chiffrer avec précision l'argent injecté par Elf dans la sphère politique. D'autant que l'argent des commissions pétrolières est revenu à Paris aussi par un autre chemin. Il arrive directement des chefs d'État d'Afrique dans la vie publique française, sans passer par Elf. C'est ce qu'affirme un des principaux acteurs de l'ombre de la politique franco-africaine depuis 40 ans, l'ambassadeur Maurice Robert, 82 ans, 47 ans d'Afrique, un homme qui connaît bien son monde. Alors ça, c'est la visite officielle de Bongo, et nous allons accueillir Bongo, vous voyez. Alors il y a le président Giscard, Madame Giscard, ça c'est le chef du protocole, et puis là, bon, je suis derrière, bien sûr, l'ambassadeur de France se devait d'être présent. Ambassadeur de France au Gabon pendant 2 ans, mais aussi grand officier de la Légion d'honneur, conseiller de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, colonel en retraite, ancien chef des services secrets en Afrique, 9 ans chez Elf. Il est encore conseiller de Total Fina Elf et des présidents du Congo et du Gabon. Pour lui, l'argent des Africains a bien arrosé les partis politiques français, des communistes à l'extrême droite. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence, justement, de financer tout le monde. Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. C'est-à-dire tout le monde tous les partis.
Pour les Africains, c'est même un secret de polichinelle. Jean-Jacques Yambi Opango dirige un mouvement politique congolais. C'est surtout le fils d'un ancien chef d'État du Congo, Joachim Yambi Opango, ici en photo avec lui. Familier d'Omar Bongo, de Denis Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba, le fils a vu défiler en Afrique de nombreux responsables français. Quand un responsable politique français vient en Afrique de manière officielle, qu'il est heureux de son voyage, il n'y va pas pour les beaux yeux des différents chefs d'État où soi-disant ils sont super frères. Non, ça n'existe pas, ça en politique, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors il vient pourquoi? Ils viennent pour prendre du pognon. À ce jour, aucun financement précis n'a été démontré. Mais le président gabonais Omar Bongo, que l'on voit ici à l'image, ne s'en cache pas. Dans un livre récent, il admet qu'il a aidé financièrement ses amis politiques français, avec l'argent des commissions pétrolières. Le président Bongo, comme beaucoup d'autres présidents africains, a un besoin impératif du soutien des dirigeants français pour rester au pouvoir. Et selon l'ambassadeur Robert, ce soutien a une contrepartie très concrète. Ça se passait comment? Ah, alors ça, je ne pense pas que ça se passe par chèque. C'est des valises quoi, qui circulent. Des valises d'argent. Dans ces milieux-là, vous avez l'impression d'être chez les Martiens, mais ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire? Comme je vous le dis. On peut se voir ensemble, on est gros responsables. Et bien, comme dans un business, allez, on s'échange une mallette, terminée. Et il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces mallettes. Mais bien sûr. Mais dans une mallette, je peux vous garantir qu'on peut mettre beaucoup de billets de 500 francs. Il faut nous garantir parce que vous l'avez déjà vu. On peut mettre beaucoup de billets de 500 francs dans une mallette. Et les mallettes, ça ne laisse pas de traces. Elles n'apparaissent nulle part dans les comptes officiels des partis politiques français. Alors, les relations entre les chefs d'État africains et les hommes politiques, beaucoup l'évoquent, mais peu en parlent avec précision. Si l'argent liquide, effectivement, laisse peu de traces, il y a malgré tout parfois des gens qui parlent. Alors, si tous les partis politiques semblent avoir été financés par ELF, comme cela a été montré dans ce reportage, dans des parties de ce document, Denis Boutelier a remonté l'une des pistes à partir d'un courrier qu'il a particulièrement intrigué. Les relations financières entre les chefs d'État africains et la France, beaucoup en parlent, bien peu les évoquent avec précision. Nous avons été rencontrer un ancien président du Congo en exil, Pascal Lissouba, pendant 10 ans un acteur de premier plan des relations franco-africaines. Souveraineté de mon État. Nous avions été intrigués par un courrier qu'il a adressé à Jacques Toubon, ancien ministre et figure du RPR. Une question, ça vous dit quelque chose? Lui, il n'est pas... Oui, mais c'était les affaires des Congo. Cette lettre, la voici, elle date du 17 avril 1999. À l'époque, l'ancien président a été chassé du pouvoir et il a dû fuir son pays pour vivre à Londres. Dans cette lettre, il dénonce certains responsables français qui, dit-il, l'ont abandonné. Je juge utile et nécessaire que vous interveniez aujourd'hui pour mettre fin à ce scandale qui se découle dans l'impunité. L'ex-président veut revenir au pouvoir dans son pays et il appelle à l'aide à Paris, Jacques Toubon. Monsieur Toubon, c'est un de vos amis? C'est quelqu'un que vous connaissez? Comment ça se passe? C'est quelqu'un que je connais, oui, bien sûr. C'est un de vos amis? Je peux le dire comme cela et je pense qu'il ne sera pas offusqué. Un chef d'État déchu appelle au secours, jusque-là rien de surprenant. Si cette lettre a excité notre curiosité, c'est qu'elle se termine sur une phrase sibylline. Lisez la dernière phrase. Je crois pour ma part avoir été votre ami fidèle et l'avoir démontré assez concrètement par l'intermédiaire de M. Bourgi. Que signifie cette dernière phrase du président? Quelles sont les marques d'amitié qu'il évoque? Que signifie assez concrètement? Et qui est cet intermédiaire, M. Bourgi, dont le nom est cité plusieurs fois dans le document? Voici une des rares images du personnage, à gauche de l'écran, aux côtés du président zaïrois Mobutu. C'est un avocat parisien. Sa spécialité, faire du lobbying pour le compte de chefs d'État africains, leur ouvrir les portes du monde politique parisien et même gérer certaines de leurs affaires personnelles. Il a travaillé pendant plus de 3 ans avec la directrice de cabinet du président Lissouba, Claudine Munari. Il a même eu avec elle un contrat de conseil officiel pendant 6 mois. Oui, je connais Robert Bourgi, oui. Alors, qui c'était? Dans quelles circonstances vous étiez amené à le rencontrer?
Écoutez, M. Robert Bourgi il est avocat de métier, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans, comment dirais-je, le suivi de nos relations françaises, par exemple. L'atout maître de Robert Bourgi, c'est son carnet d'adresses, ses nombreuses relations politiques, surtout à droite, en particulier avec Jacques Toubon. Salut, Christian. Les deux hommes militent notamment au sein du Club 89, une association animée par Jacques Toubon pour soutenir Jacques Chirac. Une association influente, lors d'une réunion en septembre dernier à l'hôtel Royal Monceau, Jacques Toubon avait réuni presque tous les amis de Jacques Chirac. Alain Juppé qui avait démarré. Monsieur Bourgi n'y était pas, il était en voyage ce jour-là. Le Club 89 est un laboratoire d'idées. D'avoir et d'exprimer des idées. Robert Bourgi est un homme de réseau. Mais selon l'ambassadeur Maurice Robert, longtemps membre influent de ce même Club 89, il a aussi transporté de l'argent pour le compte de partis politiques. Cela lui aurait valu une déconvenue à l'aéroport de Roissy il y a 3 ans. Je sais que un Français a été arrêté avec une grosse somme d'argent à l'aéroport, qui manifestement était de l'argent destiné à un ou des partis, je ne sais pas. Hein. C'était M. Robert Bourgi. Ah oui, je ne voulais pas le citer, mais c'est bien lui. Un épisode qui semble concorder avec une information relatée dans Le Monde du 9 décembre 1998. L'interpellation d'un homme porteur d'une mallette contenant une très importante somme d'argent liquide. Il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon et qu'ils étaient destinés au Club 89. Selon Le Monde, cette affaire n'a pas eu de suite. Alors, ce témoignage d'amitié dont parlait le président Lissouba dans sa lettre à Jacques Toubon, s'agissait-il d'argent? Nous avons posé la question à l'ex-président congolais. Il dément en avoir versé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tricher ou qui peut corrompre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là mon rôle, ce n'est pas là mon jeu à moi. Nous avons posé la même question à Jacques Toubon. Il dément lui aussi. Il vous a rendu plein de services par intermédiaire de M. Bourgi et il aimerait bien que vous lui renvoyiez l'ascenseur. Robert Bourgi était le délégué des clubs 89 pendant plusieurs années pour les clubs africains. Il faisait partie de notre délégation de clubs affiliés et c'est pour ça qu'il avait des relations avec un certain nombre de personnalités. Je ne crois pas qu'il y ait d'ascenseur à renvoyer, car il n'y a jamais d'ascenseur qui a été envoyé. Nous avons interrogé hors caméra M. Bourgi, lui aussi dément formellement avoir apporté de l'argent du président Lissouba à Jacques Toubon. Ce n'est pas ce que dit l'ambassadeur Robert. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Auprès de Lissouba, il y avait Madame Mounari. Madame Mounari a noué des relations très étroites avec Robert Bourgi. Et Robert Bourgi, personne ne peut lui en vouloir, a aidé Jacques Toubon. Mais je ne dis pas que ce soit pour Jacques Toubon, hein, attention. Il est possible que Jacques Toubon ait fait ça pour financer son parti. L'ambassadeur Robert a des raisons de ne pas ménager Jacques Toubon et Robert Bourgi. Monsieur le ministre, expliquez-vous. Ils sont alliés en Afrique avec des camps opposés. Parce que moi, s'il y a un mec... En tous les cas, Jacques Toubon maintient sa position. C'est très très important. Je peux vous dire une seule chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est qu'il n'y a pas un centime qui m'appartient à moi, qui appartient au club. Hein, ce n'est pas un centime qu'on puisse dire d'où il vient. Alors vraiment, vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Moi, je vous demande que... Dans cette histoire, personne n'apporte de preuves écrites d'un quelconque financement. Parce que honnêtement... Bien que l'ex-président faisait partie de ce document qui démontre qu'il y a un système qui existait avant vous, qui a continué au moment où vous étiez président, évidemment, après moi, et après vous, sans doute, si vous le dites, un système avec des commissions, mais un système qui a permis de brasser des dizaines, des centaines de milliers de francs en dehors de tout contrôle. Je pense que pendant que vous êtes là, le système a aussi dérapé. Alors on va revenir sur tout ça. Déjà, le financement politique, dans votre livre, Affaire Elf, Affaire d'État, vous dites, je vous ai décrit le système Elf, j'ai ajouté que l'ensemble de la classe politique savait qu'Elf faisait du financement politique. Un peu plus loin, vous dites,
Eh bien, j'aimerais que les hommes politiques de la génération Chirac et Mitterrand prouvent qu'ils n'ont jamais, en 20 ans, reçu d'argent d'Elf. S'ils en apportent la preuve, vous avez le pape en face de